Bonjour à tous. Je vois que sur le chat, certains se sont connectés déjà. Alors bonjour, bienvenue. Oui, Avant de commencer, voilà, je vais vous demander, pour pouvoir mieux entendre, avoir une meilleure connexion, d'éteindre vos micros, vos caméras et de poser toutes vos questions, de partager vos expériences, de discuter entre vous sur le chat. Le chat va être animé aujourd'hui par Philippe Lyria, conseiller pédagogique Clé Internationale. Sur le chat, il y aura aussi Eugénie Dehoucq qui est d'Anaya, la responsable FLE d'Anaya. Et en plus de cela, donc, nous serons Cédric Vial, prof à Séville, auteur de Hashtag la classe, à qui on dit bonjour, coucou. Cédric, est-ce que ton micro marche? Ouais, nickel. Et moi-même, donc, moi, je suis à Salamanque, conseillère pédagogique et aussi enseignante à l'université de Salamanque. Voilà. Et donc, voilà, si tout le monde est prêt, si tout le monde a bien éteint le micro, la caméra et le chat, on va pouvoir commencer. Je répète que, bien sûr, n'hésitez surtout pas à utiliser ce chat, à poser vos questions, à partager vos expériences sur le chat parce que bien que vous nous ayez déjà posé vos questions en amont et on a bien pris en compte ces questions-là, vous pouvez en avoir d'autres qui surgissent, donc c'est le moment de les poser. Donc voilà, ce e-café pédagogique, les formations, se centre aujourd'hui, donc si vous avez suivi Confiné mais à vos côtés, là on va se centrer sur les adolescents, donc sur le collège et le lycée principalement. Et on va se centrer en plus sur un aspect concret de l'enseignement aux adolescents, c'est l'enseignement à distance pendant la session de visioconférence. Il y aura un autre e-café pédagogique sur le travail asynchrone, ce qu'on fait pour les devoirs, les capsules de classe inversée, etc. On aura tout un e-café dessus dans le prochain cycle de e-café pédagogique. Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer donc sur la visioconférence avec Philippe, Cédric et Eugénie qui est aussi avec nous pour nous accompagner aujourd'hui. Bien, cette séance va être divisée en 3 parties. La première, je vais vous faire un très rapide rappel sur les questions logistiques qui peuvent vous intéresser. Ensuite, le gros de ce e-café pédagogique va se centrer sur les questions que vous nous avez posées. On voulait être au plus proche de vos besoins, on voulait être à l'écoute. Donc, on a pris vos questions et on a tenté d'y répondre entre Cédric et moi. On va essayer, on espère que ça pourra vous servir. Et enfin, on souhaitait aller un petit peu plus loin encore dans notre accompagnement et on va vous proposer à la fin de la séance et dans les jours qui viennent, vous le retrouverez sur le site de Clé Formation Covid-19, des exemples d'adaptation de matériel à la session de classe en visioconférence. Concrètement, là, Eugénie nous a préparé une adaptation de Grand Merci et Cédric a préparé une adaptation de Hashtag la classe dont il est l'auteur. Donc, ça tombe très bien. Donc, on sera là, vraiment, on va essayer de vous accompagner au mieux. Bien, sur ces petits points logistiques, alors, déjà, sachez que sur la logistique, les conseils, les trucs, on en a beaucoup parlé déjà dans le précédent e-café pédagogique, les formations. Si vous ne l'avez pas suivi, vous n'avez pas pu le voir ou vous ne saviez pas qu'il y avait un e-café pédagogique, pas de problème. Il y a un mini-MOOC où on a enregistré des capsules pour résumer toutes ces informations. Vous allez avoir les liens des ressources qui sont en ligne gratuitement. Vous allez avoir beaucoup d'informations, de conseils sur la visioconférence. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter ce mini-MOOC, les formations confinées, mais à vos côtés. Et au-delà de ça, donc maintenant, quelques rappels de questions logistiques pour notre classe avec les adolescents. La première chose auquel vous devez penser, sans doute, c'est que vous avez sans doute des classes de 25-30 élèves souvent, si vous êtes en collège ou en lycée. C'est beaucoup, beaucoup trop pour la visioconférence. Et je sais que certains, même dans le questionnaire, me disaient, oui, comment je fais avec 100 ados ou 200 et c'est vraiment compliqué. La première chose, c'est qu'imaginons que vous avez 2 heures de cours avec vos élèves pendant la semaine. Vous ne leur faites qu'1 heure ou que 40 minutes, mais en demi-groupe ou en tiers de groupe. D'accord ? Séparez les groupes,
ce sera moins de temps de visioconférence, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour vous. Alors vous, ça va faire la même charge d'horaire de visioconférence que d'horaire de cours, mais en revanche, pour eux, ce sera plus léger et ils pourront participer. Donc, c'est vraiment important. Essayez, tant que c'est possible, bien sûr, en adaptant à votre contexte, de diviser les groupes. Deuxième chose, assurez-vous que les élèves savent utiliser leur micro, leur caméra et les fonctions basiques de la visioconférence. J'ai vu hier une vidéo d'un ami prof qui m'a envoyé une vidéo disant quand je pense que c'était des digital natives et ils ne savent pas utiliser leur micro. Donc, n'hésitez surtout pas à bien utiliser, à bien montrer, à prendre du temps avec vos élèves en montrant comment fonctionne le micro, la caméra, en utilisant des captures d'écran. Ça peut même être une fonction communicative en travail. Hein. Donc, ça, vous pouvez même le faire dans le cours de FLE, ce sera très intéressant. Nommez les élèves par leur nom ou faites-les nommer par leurs camarades parce qu'on n'a pas le contact visuel de la classe où l'élève sait très bien qu'on le regarde et qu'il doit parler. Donc, n'hésitez pas à insister sur les noms à chaque fois. Donnez des consignes claires, comme d'habitude, mais encore plus. Et éventuellement, avec vos adolescents, transmettez un ordre du jour sur leur plateforme d'éducative ou sur le chat où il y ait une sorte d'énumération de ce qui va être fait pour faciliter le suivi de la part des élèves. Enfin, autre conseil, ça a beaucoup d'inconvénients, ce nouvel outil, cet enseignement à distance, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Ça fait des années qu'on parle d'éthique. Pourquoi ne pas les intégrer davantage dans notre session de visioconférence? Donc, utiliser les nouveaux outils, le partage d'écran, le jeu interactif, les Google Docs collaboratifs, etc. Là, c'est vraiment le moment de travailler avec ces outils-là. Réalisons toujours des activités qui soient plutôt courtes, surtout, je pense plutôt à nos préadolescents hein, quand ils entrent en l'ASO. Hein. Encore des activités courtes pour garder un rythme dynamique, les garder motivés, varier aussi les types d'activités pour une meilleure attention de la part des apprenants. Et enfin, tant que faire se peut, favoriser les interactions entre apprenants, même pendant la session en favorisant par exemple les activités collaboratives sur Google Docs, etc. Je sais que Cédric va nous en parler à un moment donné. Bien, voilà, donc ça c'était les petits rappels logistiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, on y répondra à la fin de ce e-café pédagogique. Mais nous allons maintenant passer aux questions que vous nous avez faites donc, dans le questionnaire que je vous ai envoyé il y a peut-être il y a quelques jours, il y a une semaine, maintenant une semaine et demie peut-être. Donc voilà, on va commencer par ça. Philippe? Oui, donc, bonjour Philippe. Oui, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. On va effectivement commencer par la première question. Juste une petite chose avant, puisqu'il y a un problème apparemment technique qui est signalé là sur le chat. La barre horizontale apparaît normalement quand vous avez la pointeuse de la souris sur l'écran. Après, au bout de quelques secondes, elle disparaît parce qu'on me signale que ça gêne la lisibilité du bas des diapositives. Au pire des cas, mais on ne peut pas tout la retirer. Voilà, au pire des cas, si vous n'arrivez pas si elle vous gêne toujours, sachez que cette présentation, je vous l'ai envoyée, vous l'avez normalement sur votre email et donc vous pouvez tout à fait la suivre sur une deuxième fenêtre. En suivant, si vous voulez, on fera des références au numéro de page pour que vous suiviez plus facilement la présentation. Le diaporama est déjà disponible sur le lien que je vous ai envoyé. Eugénie, si tu as le lien, est-ce que tu peux le mettre sur le chat aussi au cas où certains n'auraient pas eu accès au lien, si c'est possible, Eugénie ou Philippe? Je sais qu'Eugénie, je lui ai envoyé il y a quelques minutes, donc elle doit l'avoir tout frais. D'accord, parfait. Alors pendant ce temps, on va peut-être pouvoir donc reprendre. Et la première question qui a été posée donc par plusieurs d'entre vous, c'est quel programme, je dirais quels programmes, hein, c'est important de bien préciser qu'il n'y en a peut-être pas qu'un, quel programme ou quels programmes utiliser donc quand on travaille en visioconférence? Jeanne, c'est à toi que je m'adresse. Oui, alors les programmes, ils s'adressent à moi parce qu'on a déjà fait un mini-MOOC là-dessus. On vous a proposé dans le dernier e-café pédagogique, les formations, une liste non exhaustive, elle n'est pas du tout exhaustive, de différents programmes que vous pouviez utiliser pour la visioconférence. Bien.
on n'est pas du tout spécialiste sur ces programmes-là. Nous, on est plus pédagogue, plus linguiste appliqué que technicien, ingénieur, etc. Mais sachez que, par exemple, nous, on a travaillé avec Meet, on a fait des choses avec Skype, avec Zoom, etc. Et chez Clé International, on travaille, par exemple, beaucoup plus sur Teams. Teams qui, en ce moment, je crois, a une de ses fonctions basiques qui est gratuite en libre accès pendant le confinement, mais il faudrait que vous le vérifiez. Et en plus, sachant quand même que ces programmes, c'est souvent votre institution qui va décider du programme. Je vais vous parler un petit peu de ce que fait Teams, mais sachez que plusieurs programmes ont ce type de fonctionnalité et que vous pouvez fouiller un petit peu là-dessus. Sachez que, par exemple, sur Teams, on peut bien entendu partager notre écran avec un PowerPoint, c'est ce que je fais actuellement. On peut utiliser un tableau, donc intégrer un document dans un tableau et l'annoter. C'est ce que j'ai fait ici. Hein, vous voyez, j'ai mis bonjour, très original. Et vous pouvez le partager en direct avec les élèves, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir écrire, vous aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également épingler un élève pour vous assurer de le voir. Hein. Il suffit, moi, si j'épingle Cédric ou Philippe ou Eugénie, je vais les voir sur mon écran. Donc, ça m'assure de bien contrôler ce que font mes élèves le cas échéant. Vous pouvez bien entendu couper les micros ou les allumer. Alors, attention à être le seul modérateur de votre classe, sinon vos élèves vont pouvoir couper votre micro, ce qui n'est pas du tout pratique, mais c'est une possibilité. Donc voilà, ça c'est un exemple de programme de visioconférence, mais n'hésitez pas à bien fouiller, et c'est très facile à trouver, les fonctionnalités de votre propre programme, parce que en effet, il y a des fonctionnalités assez uniques, par exemple, Google Meet, Zoom, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes, mais il y a aussi eu des polémiques, donc on préfère ne pas trop se risquer à vous dire des choses dont on n'est pas spécialiste. Mais n'hésitez pas, vous, de votre côté, à fouiller un petit peu là-dessus. Voilà. Ensuite, Philippe ne nous écoute pas, mais je vais. Philippe, il écoute, mais Philippe, il écoute, mais il y a un décalage entre les diapositives et le son. C'est pour ça. Donc, oui, on continue avec les questions. Et une autre question qui était posée, c'était en fait comment donner des explications écrites pendant le cours en visioconférence. Donc là, Jeanne, c'est toujours à toi. Là, on est dans des questions très techniques, en fait. Et c'est encore à toi que je m'adresse. Oui, alors pour les explications écrites, en effet, vous avez été plusieurs à nous demander comment on pouvait faire pour intégrer nos explications écrites dans notre visioconférence. Alors, il y a déjà deux options différentes, c'est-à-dire que si vous avez des explications écrites que vous aviez préparées en amont, ça peut être intégré dans votre présentation de type PowerPoint. C'est exactement ce qui se passe ici. J'ai préparé des explications écrites, mais si vous voulez en plus ajouter de l'information, et c'est ce qui nous arrive souvent quand même en cours, vous pouvez soit utiliser le chat, hein, c'est ce que fait actuellement, ce que font Philippe, Eugénie, s'ils veulent répondre à vos questions, mais on pourrait aussi faire un rappel du lexique. Par exemple, on parle des pancakes au Canada. Ça, c'est un document d'hashtag la classe, n'est-ce pas, Cédric? C'est ça. Et donc, il est intégré en partage d'écran et on peut combiner, bien entendu, le partage d'écran avec une explication sur le chat et mettre du lexique ou que les élèves répondent par écrit à quelque chose de concret, une tâche concrète que vous leur dites. Mais vous pouvez également utiliser un partage d'écran où vous allez intégrer le support sur lequel vous travaillez et écrire dessus. C'était par exemple ce que j'ai fait ici. Alors, dans ce tableau qui est le tableau interactif de Zoom, j'avais mon PowerPoint. D'ailleurs, vous le voyez, hein, il y a les diapositives du PowerPoint sur le côté gauche de ma diapositive. Et je vais d'écran en écran, de diapositive en diapositive du PowerPoint, et je peux dire aux élèves, quel jour on est aujourd'hui? Samedi. J'entoure le samedi, je note le samedi. Et quel chiffre c'est ça? Alors, c'est un 1 et c'est un 4, donc ça fait combien? 14, d'accord? Et ensuite, continuer là-dessus et compléter en direct avec mes élèves, donc à faire des explications écrites de ce type-là. Vous verrez ici que mon écriture est manuscrite. C'est parce que moi, je dispose d'une tablette graphique du type iPad où je peux écrire avec mon stylo. Je vais vous le montrer.
directement. Mais ça, vous pouvez le faire, bien entendu, aussi avec le traitement de texte, en faisant un cadre de texte, et ça va être la même chose. Si vous disposez de stylo et d'iPad, vous pouvez le faire soit avec le doigt, si vous avez une tablette graphique, soit directement avec un stylo de ce type-là. Ça, c'est selon le matériel que vous avez, tout est absolument possible. Voilà. Bien, donc merci pour ces précisions. Autre question, c'est lié donc aux programmes interactifs. Alors plus précisément, les questions autour de Kahoot, mais aussi d'autres programmes qui peuvent exister en ligne et que les professeurs donc pourraient utiliser. Alors on va laisser la parole, on va changer un petit peu et on va demander à Cédric de bien vouloir répondre. Bonjour Cédric, alors peux-tu apporter Bonjour. quelques éléments de réponse? Oui, bien sûr. Donc, dans vos questions, vous nous avez posé la question justement comment fonctionne Kahoot. Il faut penser que Kahoot est un des programmes les plus utilisés dans le monde de l'enseignement. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il dispose non seulement de fonctions gratuites, mais aussi d'une gamme et d'un répertoire d'activités qui peuvent être déclinées de millions de façons différentes. Donc, pour ce qui concerne l'installation de Kahoot, on vous a fait avec Jeanne, on vous laisse sur le PowerPoint les directives, on va dire, de comment installer ce programme. Okay, et on va voir un peu comment on peut utiliser pendant la session le programme Kahoot. D'accord? Donc, vous devez préalablement créer votre jeu. D'accord? Vous ne pouvez pas le faire directement, il faut le créer au préalable, on va dire quelques minutes avant la classe, etc. Avoir votre onglet ouvert et préparé avant la séance, d'accord, et choisir l'option Play classique pour obtenir un code. Alors ce code, il faudra le transmettre à vos élèves pour justement qu'ils aient accès à votre jeu, à votre application dessinée sur Kahoot. Vous pouvez partager votre écran avec les élèves. Par exemple, là, vous avez un sudoku, si je ne me trompe pas, sur les fruits et légumes. Donc, vous pouvez partager votre écran avec les élèves et procéder à la correction. C'est assez intéressant, le Kahoot, simplement pour le côté visuel que cela présente. On peut, par exemple, vous voyez, il y a des couleurs, etc. C'est assez attractif et surtout, c'est très simple à utiliser. Vous pouvez utiliser également le programme Quizlet, qui est un peu plus, on va dire, destiné à peut-être plus à des adolescents et un peu plus formel. Donc là, c'est pareil, il y a des versions gratuites qui sont assez limitées, mais à cause de la situation sanitaire, Quizlet a ouvert toutes ses applications gratuites. C'est-à-dire vous pouvez utiliser toutes les fonctions de manière gratuite pour le moment. C'est aussi simple que Kahoot, il faut créer un compte, donc vous cliquez directement sur Soy Maestro. Ensuite, vous allez vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre où vous allez voir le mot Crear. En fait, dans Crear, si vous cliquez dessus, vous allez créer ce qu'on appelle una unidad de estudio. C'est là où seront emmagasinés, où seront on va dire, stocker toutes les activités que vous ferez. Et c'est donc, on va dire, le dossier dans lequel vous allez pouvoir garder vos créations. Pour créer justement des fichas, ça s'appelle, vous avez plusieurs options. Donc, vous avez une option, par exemple, aprender, escribir, ortografía, probar, combinar, gravedad. D'accord? Donc, c'est plusieurs options qui vous permettent de faire, par exemple, moi, j'ai dessiné sur Quizlet une activité de lexique. Donc, il faut retrouver le lexique, associer le lexique aux photos. D'accord? Ou simplement une photo avec retrouver le nom du loisir qui est projeté là-dessus. Nous pouvons également utiliser d'autres systèmes, enfin d'autres programmes qui sont cette fois-ci libres d'accès et qui sont très très faciles à utiliser. C'est les programmes de Google. Donc vous avez plusieurs programmes. Alors bien évidemment, vous avez le Google Sheet qui permet de créer des feuilles de calcul, mais ça vraiment pour le moment, vous n'allez pas en avoir besoin. Ce que vous pouvez utiliser par contre, c'est Google Docs, Google Slides et Google Forms qui permet de faire des questionnaires. Pourquoi c'est important d'utiliser ou quel est l'avantage d'utiliser ces documents? Eh bien, ce sont des documents qui permettent de travailler en collaboration. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne
la personne avec qui vous travaillez vous fasse un retour, vous envoie le document pour pouvoir apporter des modifications. Donc ça vous permet d'avoir un gain de temps considérable pendant la préparation d'une activité. Ça permet aussi de favoriser la médiation entre pairs, c'est-à-dire que les élèves vont pouvoir trouver des solutions entre eux pour pallier les problèmes qu'ils peuvent avoir ou les problèmes instaurés par la tâche. Et finalement, l'un des avantages principaux, c'est aussi de permettre la réalisation de tâches finales. On reviendra dessus plus tard, puisque j'ai fait une adaptation avec ça sur Hashtag, et vous verrez comment on peut les utiliser. Un autre programme qui est important, enfin qui est aussi facile à utiliser, c'est Google Forms. Donc là, c'est pareil. Vous allez sur Google Drive, vous ouvrez un dossier et vous avez plusieurs types de questions que vous pouvez créer. C'est-à-dire des questions courtes, on attend 1 ou 2 mots, des questions longues, cette fois-ci, ce sont des paragraphes. Ça peut être utile aussi pour les rédactions, par exemple, des choix multiples, des cases à cocher, etc. C'est très, très simple. Pour ajouter une question sous la question que vous venez de créer, vous avez juste à cliquer sur « Plus » et la question apparaît. Donc, vous pouvez varier les questions, vous pouvez pas varier le type d'activité que vous pouvez utiliser, et ça peut même vous servir pour évaluer vos appels. Avant de poser la prochaine question, Oui. je tiens juste à dire qu'en plus, dans les matériaux qu'on vous propose tout à l'heure, dont on va vous donner des exemples, on a utilisé d'autres programmes. Je sais que Jenny a utilisé Googlet, etc. Donc vraiment, il y a de quoi faire là-dessus. Vous allez avoir un sacré éventail de choses à trouver là-dessus. Voilà. D'accord, très bien. Merci Jeanne. Alors, toujours une question pour Cédric. Il s'agit donc de l'organisation en fait des temps, des différents temps, temps d'explication, d'activité, de questions. C'est quelque chose qui évidemment inquiète, surtout quand on n'est pas habitué à travailler en visioconférence. Et oui, et ça, c'est tout le problème, on va dire, que la visioconférence peut créer réellement, et l'angoisse, on va dire, que cela provoque, c'est justement la gestion des temps. Donc, ce qu'il faut faire, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment 10 minutes avant l'heure de la session, vous connecter, avoir tout le matériel disponible et ne pas être directement, commencer votre session et chercher le matériel, chercher les onglets, etc. Ça vous permet non seulement de de ne pas rentrer dans un état de stress, mais aussi de montrer que vous savez plus ou moins manier correctement les outils informatiques. N'oubliez pas de saluer les élèves et d'instaurer des routines. Ce n'est pas parce que nous sommes en visioconférence que la classe réellement doit être différente. Vous commencez tous en général par faire l'appel, continuez sur ces routines de faire l'appel, de marquer la date, de demander comment vont les élèves, comment ils peuvent vivre, si ce sont des élèves qui ont un niveau un peu plus élevé, comment ils vivent leur expérience de classe interactive, etc. La météo, des choses comme ça. Alternez les activités, d'accord? Faites des activités courtes, comme l'a expliqué Jeanne avant, pour éviter que les élèves ne s'ennuient, et varier, d'accord? La monotonie, on va dire, vous pouvez plus facilement rentrer dans une monotonie par des classes par Internet que dans une classe traditionnelle. Pourquoi? Simplement parce que les moyens dont on dispose sont plus limités. Et enfin, au début et à la fin de chaque activité, assurez-vous que les élèves ont suivi en leur posant des questions, savoir s'il y a des problèmes, s'ils ont bien compris, s'ils ont eux-mêmes des questions. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser la langue maternelle si besoin. Moi, je vous ai préparé un exemple pour le lycée. Donc, je me suis basé, on va dire, sur une séance classique. Les 5 premières, minutes pour les routines de classe, donc saluer, l'appel, etc. 10 minutes pour corriger les activités que vous avez demandées lors des précédentes séances, les exercices de grammaire, de lexique ou de compréhension écrite. On va revenir dessus un peu plus loin. 15 minutes à peu près de compréhension orale, donc pour faire les 3 étapes de la compréhension orale, c'est-à-dire une écoute pour la compréhension globale, une écoute pour la compréhension détaillée et une dernière écoute, par exemple, pour la compréhension fine. Et dans ce cas-là, on rajouterait des activités complémentaires. Je n'ai mis que 5 ou 10 minutes de compréhension écrite, tout simplement parce que les élèves peuvent lire en amont les textes que vous allez demander. Pourquoi il faut demander ou privilégier, on va dire, la lecture des textes en amont? Simplement pour gagner du temps
pour pouvoir organiser des activités de production orale, des activités de compréhension orale, par exemple, pour ne citer qu'elles. 10 minutes plus ou moins de grammaire, on ne passe pas non plus des heures et des heures à pratiquer la grammaire pendant la session. Ça, nous le verrons quand nous parlerons des activités asynchrones. Je pense que l'activité de grammaire peut être facilement faite hors de la classe et gagner du temps justement pour cela. Enfin, les 5 dernières minutes, moi-même, je suis confronté tous les jours à la classe en ligne, puisque moi-même, j'ai des cours avec des enfants et des adolescents. 5 dernières minutes, en général, voilà, après 1 heure de cours intenses via Internet, 5 minutes pour se détendre. Donc, l'utilisation de jeux dont on parlera plus tard, du Kahoot, des mots croisés, etc., histoire de relâcher un peu la pression et de fermer sa séance tranquillement. Très bien, merci, merci Cédric. Alors, on continue à te faire travailler. Tu es très, très sollicité parce que là, c'est une, c'est une question qui te concerne, hein, encore une fois. Ouais. C'est par rapport, en fait, donc aux élèves de niveau 1. Comment assurer, en fait, d'une certaine façon, la production orale? On sait qu'évidemment, en niveau 1, c'est toujours plus compliqué, mais est-ce qu'on peut quand même faire de la production orale avec eux? Alors, bien sûr, la production orale, même en A1, est quelque chose qui est primordial. Pourquoi? Parce que quand on apprend une langue, finalement, on est confronté à des situations de la vie quotidienne où on va utiliser l'oral. D'accord? C'est pas tous les jours qu'on écrit une lettre à nos parents, par exemple, pour leur expliquer comment ça va, ou à nos correspondants. Non, on passe par l'oral. Donc, c'est important que même en A1, les élèves s'habituent à parler. Et c'est pas parce que nous sommes en visioconférence que les élèves ne doivent pas justement parler et doivent s'habituer à prendre la parole. Donc, moi, je vous donne plusieurs on va dire, petites clés pour justement favoriser la participation des élèves oralement. Déjà, la première chose, c'est favoriser une ambiance positive. Plus l'élève sera mis en confiance, moins il aura de difficultés à prendre la parole. L'instauration des routines basées sur la production orale, l'état de santé, la météo, les consignes de classe, par exemple, tous ces éléments permettent aussi indirectement que les élèves puissent prendre la parole ou simplement en les interrogeant qu'ils parlent au moins quelques fois pendant la séance. Favoriser les activités ludiques. Plus vous ferez d'activités ludiques, moins la classe se transformera en une classe traditionnelle et l'élève sera en confiance et donc vous aurez plus de possibilités que l'élève prenne la parole. Distribuer la parole, alors ça c'est important, même moi, des fois, j'oublie de distribuer la parole puisqu'on est habitué à être en classe, à avoir les élèves devant nous, et on oublie qu'il y a, je ne sais pas, Pedro par exemple, qui passe 2 minutes ou 3 minutes ou un quart d'heure sans prendre la parole. Donc, bien distribuer la parole pour éviter les cacophonies et aussi pour que tous les apprenants puissent prendre la parole et parler pendant la séance. Et bien évidemment, et ça, je pense qu'on vous en parlera plus tard, la pédagogie de la classe inversée, puis qui permet de préparer les activités en amont et donc de donner de la confiance aux élèves. Les activités orales que vous pouvez faire dès le A1, par exemple des jeux de rôle avec un canevas très détaillé. Donc, je vous ai mis un exemple de canevas très détaillé justement pour mettre en confiance les élèves et un peu mâcher déjà un peu le travail et justement lui montrer que c'est facile de prendre la parole. Exemple de A1, il y a un nouvel élève dans la classe, posez des questions sur son identité, sa nationalité, son âge, l'élève répond, il vous pose aussi des questions. D'accord. Le jeu du pendu et du bingo qui permettent de travailler sur le lexique, qui permet aussi de travailler l'alphabet, les numéros qui sont la bête noire, on va dire, des A1 en général. L'utilisation de flashcards qui permet justement de faire participer tous les élèves de manière qu'est-ce qui est représenté ici, que voyez-vous ici, avec des mots simples, pas la peine de faire compliqué, et des dictées dessinées. Alors là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on est en visioconférence, mais bon, ils peuvent la faire directement sur une feuille à part. Le même principe que la dictée, mais au lieu de dessiner, on va dire, d'écrire la phrase complète, eh ben, ils dessinent les mots que vous avez vus en classe. Important pour la dictée dessinée, vous pouvez non seulement travailler le vocabulaire, mais aussi la grammaire, ou par exemple les prépositions, si vous voyez
le matériel de classe, par exemple, où se trouve, je ne sais pas, la trousse est sur la table, on dessine une table, la trousse dessus, etc., etc. Merci Cédric. Très bien, alors on va te laisser faire une pause, voilà, c'est normal. Et on va demander à Jeanne de prendre la suite avec une question concernant un peu la dynamique justement de la visioconférence. Habituellement, c'est vrai qu'il peut y avoir cette tendance à prendre la parole et puis poser une question et attendre la réponse. Alors, est-ce qu'on peut éviter ce schéma? Est-ce qu'il y a d'autres schémas possibles que ce schéma-là? Alors, bien sûr, le schéma question-réponse est encore plus présent dans une visioconférence parce que nous-mêmes, on vous le dit, nommez les élèves, sollicitez-les pour avoir une réponse parce que c'est vrai que disons que la spontanéité des élèves et du regard et des gestes est manquante sur la visioconférence. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire question-réponse, question-réponse. Bien. Il y a plusieurs façons d'éviter que ce schéma ne soit trop répétitif. La première, c'est bien entendu, et Cédric en parlait, d'utiliser les jeux interactifs qui vont nous permettre de jouer ensemble et du coup de pouvoir avoir des réactions plus spontanées. J'imagine un caout sur lesquels les élèves rigolent, etc. Ah, je me suis trompée, etc. Et là, d'un seul coup, on va avoir des réactions plus spontanées et qui viennent d'eux sans que ça ait été nécessairement sollicité par l'enseignant. La deuxième chose, et avec les adolescents, c'est tout à fait possible, c'est de leur demander de créer des productions ensemble. Hein, on peut, avec les outils que nous donne Internet, on peut faire comme l'expliquait Cédric, des Google Docs, des Google Forms ensemble. Et à ce moment-là, imaginons qu'on fait dans notre classe des sous-groupes de 4 ou 5 élèves où ils sont en train de discuter sur une tâche de 15 minutes ensemble pour créer un Google Form. Et là encore, on évite le schéma typique question-réponse. Enfin, dans vos jeux, n'hésitez pas à favoriser les interactions en ronde. Je m'explique, et ça se fait beaucoup avec les enfants, moi qui travaille avec les enfants, les interactions dans lesquelles, en gros, celui qui répond à une question va nommer le prochain élève qui va répondre à la question, de sorte que les apprenants vont s'inviter entre eux pour éviter que ce soit toujours le prof qui passe la parole, et normalement c'est plus motivant pour nos étudiants. Hein. Justement, on parle de motivation. Voilà, alors justement la motivation, ce sera un petit peu à tous les deux d'ailleurs hein, de répondre à ça peut-être. Comment on motive ces élèves alors en visioconférence alors, on va laisser la parole à Cédric et puis on va demander peut-être à Jeanne de poursuivre. Moi qui avais envie de continuer. Tu me laisses continuer, Cédric, et tu fais. Allez-y, alors, vas-y. Non, alors déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, mais c'est que je sais qu'en fait, Cédric a des bonnes idées très ciblées sur le public lycée, c'est pour ça. D'accord. Non, alors, déjà, il faut partir du fait que nos étudiants, nos élèves, sont beaucoup plus digital natives que nous. Hein. C'est-à-dire que normalement, la visioconférence, le travail sur Internet et sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus naturel pour eux que pour nous. Donc, ça peut être un peu aventure, un peu plaisant pour eux d'être en visioconférence. Donc, ça, c'est déjà bien. Dans les premières semaines, vous allez avoir l'élément, la visioconférence, l'élément nouveau, etc. Ça va leur plaire. Bien. En plus, au niveau de la motivation, bien entendu, on va devoir varier un maximum nos outils. Si vos étudiants sont des préadolescents, il va quand même falloir que vous vous assuriez qu'ils savent bien utiliser un outil pour passer aux autres. Mais en gros, vous pouvez créer des cycles avec, pendant quelques semaines, on fait du Kahoot, ensuite j'introduis le Quizzes ou le Quizlet, etc. De sorte à ce que, quand même, au bout d'un mois, un mois et demi, espérons que ça ne dure pas beaucoup plus longtemps, au bout de quelques temps, vous ayez quand même un éventail intéressant, une grande variété d'outils à mettre en place qui vont permettre d'avoir des pics d'attention à chaque fois qu'on change d'activité ou de type d'outil. L'élève va devoir faire attention, mettre en place l'outil, etc. Donc, ça va aussi faire un pic d'attention et pouvoir motiver son apprentissage. Enfin, je vous le répète, mais c'était de la même façon que la participation orale. Il faut nommer les étudiants. Moi, j'ai une liste de mes étudiants et je mets des petites barres
à chaque fois qu'ils ont parlé pour m'assurer que tout le monde participe. Parce qu'on ne va pas avoir des étudiants motivés si on ne les, on les incite pas, pour ne pas dire autre chose, on ne les incite pas à parler. Donc, n'hésitez pas à voir celui-ci. Alicia, elle n'a pas parlé depuis quelques minutes. C'est à elle que je vais demander là, pour avoir encore une fois des pics d'attention de la part de tous les étudiants. Et là, du coup, je laisse la parole à Cédric. Donc moi, je vais me baser sur quelques idées. Alors, bien évidemment, la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire, mais par visioconférence, on peut décliner les jeux traditionnels. C'est ce que je vous ai dit auparavant, par exemple, le pendule, le loto, la dictée dessinée. L'avantage, on va dire, de la dictée dessinée, c'est d'éviter les erreurs et de ne pas mettre les élèves face à des difficultés annexes, on va dire. À privilégier, moi je conseille toujours de privilégier ce type d'activité en fin de séance pour le moment de détente après le cours. On peut faire aussi des résolutions d'énigmes sous la forme de e-chasse au trésor ou de WebQuest, par exemple. Là, les élèves aiment bien ce genre d'activité. On leur demande, par exemple, quel est le plat traditionnel ou trouver un plat traditionnel francophone qui ne soit pas sur le continent américain ou le continent européen. D'accord? Donc, les élèves utilisent leur ordinateur pour trouver des informations, etc., etc. Utiliser des questionnaires sur Kahoot, Google Forms ou même voir des QR codes. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui se font avec des QR codes que vous pouvez utiliser et ils peuvent utiliser leur téléphone pour le faire. Et bien évidemment, des productions écrites, alors pour que ça soit un peu plus divertissant, sous la forme de cadavres exquis. Donc, je commence ma phrase, je ne la termine pas et je nomme une autre personne. J'ai marqué aujourd'hui, il fait beau, mais Jeanne, est-ce que tu peux continuer? Et Jeanne écrit le reste de la phrase ou simplement à l'oral pour participer oralement à ces activités. Très bien. Merci, merci Cédric. Jeanne, une question pour toi. Donc, comment faire pour ne pas expliquer uniquement la grammaire en classe? Alors, on est sur les diapositives 33 s'il y a des gens qui suivent avec leur document papier. Mais voilà, alors pour la grammaire en classe, d'ailleurs, tu aurais pu répondre, Philippe, parce que quand même, on a deux auteurs ici. Mais c'est vrai qu'en plus de… Déjà, la première chose sur la grammaire en classe, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en situation d'urgence. Et si on est en situation d'urgence, qu'on fait les classes en visioconférence, qu'on ne peut pas sortir, qu'il y a vraiment, tout est dans un état d'exception. Pourquoi d'un seul coup la progression de la grammaire devrait être normale? D'accord? Donc n'hésitez surtout pas à segmenter davantage, à en laisser un petit peu à côté. Je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas encore reçu les instructions de nos consejerías pour le troisième trimestre. On ne sait pas si on doit avancer, consolider, mais au moins avancer plus lentement. On est dans une situation d'exception, donc avançons plus lentement. Tentons de réduire la présence d'explications et de contenus grammaticaux dans nos classes. Et comment faire ça? Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser le concept de la classe inversée, dont Philippe, il pourra vous aider et vous éclaircir toutes les choses sur le chat, dans la mesure où il a coécrit le livre La classe inversée chez Clé International, qui est publié en 2019. C'est ça, Philippe, n'est-ce pas? 2019? Tout à fait. Donc, très récent. Et moi, comme je vous le disais, je suis enseignante à l'Université de Salamanque et je fais souvent l'exercice avec mes élèves qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser ces images pour vous les montrer. Mes élèves font des capsules de classe inversée, mais pas n'importe quelle capsule de classe inversée. Elles font des vidéos courtes. Une capsule de classe inversée, c'est une courte vidéo dans laquelle on explique un contenu grammatical ou lexical avant la classe pour pouvoir dédier la session à la pratique, à l'individualisation, aux questions concrètes. Mais je leur demande toujours, prenez en compte quand même que nos élèves, ce ne sont pas des adultes, et donc il va falloir les motiver d'une façon ou d'une autre. Et du coup, je leur demande d'utiliser les canaux, les cadeaux de prédilection de nos préadolescents et adolescents. Concrètement, là, vous avez Laura, mon élève Laura, qui a utilisé un filtre TikTok, qui est très à la mode chez les adolescents en ce moment,
ou Alba qui a utilisé pour travailler le lexique des animaux des filtres Instagram. Donc, elle avait une tête en forme de vache, un oiseau qui se posait sur sa tête, etc., dans la capsule de classe inversée. Ça, c'est très motivant. Donc, ça permet de nous assurer que les élèves vont voir la capsule. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a fait, mon prof, cette fois-ci? Et ils veulent le voir toutes les semaines. Je vous assure que ça marche. Et en plus, ça nous évite, pendant la session, de revenir sur l'exposition de notre contenu. On peut revenir vraiment sur la pratique, sur l'individualisation. C'est beaucoup plus motivant pour nos élèves. Voilà. Très bien, merci. Alors, un point toujours un petit peu délicat à aborder, c'est l'histoire de l'évaluation. À la fois, comment évaluer et comment s'assurer, évidemment, lorsqu'on réalise une évaluation, et notamment au moment d'examen, je comprends ici, comment s'assurer que nos élèves ne vont pas tricher. Alors, Jeanne, comment on fait pour ne pas tricher, ou pour faire qu'ils ne trichent pas plutôt? Alors, soyons honnêtes, la visioconférence, on n'a pas de solution miracle. Première chose, je n'ai absolument pas l'autorité, et ni Cédric, ni Philippe, là, on peut difficilement vous aider dans la mesure où on n'a pas, pour le moment, d'instructions précises du ministère de l'Éducation et de nos différentes consejerías juntas pour notre système d'évaluation du 3e trimestre. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que je vais dire, c'est mon impression, mais naturellement, il faut vraiment faire attention à ce que vous dit l'institution parce qu'ils vont vous donner à un moment donné, j'espère, des outils, des directives et il faudra les suivre tant bien que mal. Bien, la deuxième chose, c'est qu'en effet, à distance, on ne peut pas vérifier que nos élèves ne trichent pas ou très difficilement, de sorte qu'on peut éventuellement favoriser d'autres types d'évaluation. Déjà, vous avez l'évaluation formative quand même. L'évaluation formative, vous pouvez faire des portfolios de production écrite, des activités réalisées en classe ou en autonomie, reprendre tout ce qu'ils ont fait tant de façon collaborative que de façon individuelle. Comme ça, vous pourrez évaluer les compétences générales également. Vous pouvez évaluer l'expression orale soit pendant les sessions de groupe, soit en faisant un petit examen individuel. Ça se fait par exemple souvent dans les EOI avec les adultes ou à l'université, moi je le fais régulièrement. Vous pouvez simuler quelque chose comme ça ou par groupe. Dire, voilà, l'examen, vous allez passer par groupe de 3 ou 4 et leur donner une situation de communication. Hein, c'est tout à fait possible. La compréhension orale ou écrite, vous pouvez la faire, l'évaluation, pendant la session de visioconférence en mettant sur votre plateforme un Google Form comme Cédric l'a montré tout à l'heure ou un examen que vous aurez préparé sur votre plateforme. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas garantir à 100% que les élèves ne copient pas et ne trichent pas, mais si on ne se limite pas à la simple restitution de connaissances, par exemple dire la traduction d'un tel mot de lexique ou quelque chose comme ça, il y a vraiment beaucoup de façons de faire une évaluation, même finale, sans trop craindre la tricherie. Hein. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'en gros, le grand frère ou la grande sœur fasse l'examen de notre élève. Donc ça, naturellement, sur les examens finaux, moi, je vous conseille d'attendre les directives de l'institution, en fait, hein, parce que nous, on peut difficilement vous dire ce qu'il faut faire sans savoir ce qui va vous être demandé, en fait. Voilà ce que je peux dire sur l'évaluation. Ça, c'était pour les questions que vous nous aviez posées dans le questionnaire. On a essayé de les regrouper, hein, bien sûr. Mais en plus de ces questions, on se demandait donc comment pouvoir vous aider davantage. Et ce qu'on a préparé, c'est des adaptations du matériel que nous proposons hein, chez Clé International et Anaya. Donc, des adaptations de parties de matériel que vous pourriez mettre en place avec vos élèves facilement en visioconférence. Concrètement, qu'est-ce que c'est hein? On a essayé. Alors déjà, petit rappel, sachez que nos bibliomanuels sont pour les versions les plus récentes des bibliomanuels de nos titres sont disponibles sur le site adistance.manuelnumérique.com. Vous le savez si vous avez participé à notre e-café pédagogique Les formations confinées mais à vos côtés. Mais donc on a repris des titres qui étaient en accès libre. On vous les mettra hein, dans les prochains jours sur le site Clé Formation dans la rubrique Covid-19. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté, par exemple ici, Eugénie Dehouck, donc, qui est la responsable FLE de chez Anaya, qui est dans le chat, vous a préparé
plusieurs sessions de Grand Merci 3 à mettre en pratique pour vous habituer à la visioconférence en ayant déjà le travail un petit peu pré-mâché pour commencer à vous habituer à ces nouvelles modalités. Vous avez des jeux interactifs, etc. Vous allez pouvoir le faire de façon sereine. Dans ce document que nous allons vous mettre sur le site de Cléformation Covid-19, vous retrouverez les ressources, toutes les ressources dont vous avez besoin, dont on s'est servi pour adapter l'unité. Hein, la première chose, c'est ça. Donc, vous avez une liste de sites pour retrouver ce qui a été fait. Les applications qui ont été utilisées, ici, elle a utilisé Kahoot, Quizzes, Kaggle, comme je vous le disais. Vous avez ensuite les objectifs qui sont clairement détaillés. Vous allez avoir... Attention, il y a un petit micro, je crois, qui s'est... Je vais essayer de l'éteindre. Vous savez ça, je vais vous couper votre... Excusez, c'est pour qu'on nous entende. Voilà. Voilà. Et donc, je vous disais que vous allez avoir des objectifs par session, mais sachez que selon votre contexte, bien entendu, vous allez piocher les activités qui vous intéressent. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout faire. Eugénie a vu les choses en grand, elle a fait plein de choses pour vous proposer plein de choses, mais naturellement, vous pouvez après piocher selon les activités qui vous plaisent le plus. Elle vous a mis des diapositives à projeter à vos élèves. Là, c'est avec le fameux Quizlet, des choses à faire deviner, etc. Donc, il y a beaucoup de ressources. Sachez que dans les prochains jours, sur le site de Cléformation Covid-19, nous allons les mettre. Il manque un petit peu de maquettation, ça a été beaucoup de travail, mais on va tout mettre là-dessus. Et justement, bon, alors là, vous avez encore un exemple d'explication au prof de diapositive qui est dans le matériel qu'on va vous donner. Bien, et Cédric a fait la même chose. Tu continues, Cédric? Voilà, je continue. Donc, effectivement, moi, j'ai adapté bon, hashtag la classe du A2, d'accord, puisque c'est un niveau auquel vous allez pouvoir, enfin, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, j'ai adapté, on va dire, l'unité 4 qui parle des loisirs et je vous ai décliné dans plusieurs diapositives, on va dire, tout ce que j'ai utilisé pour faire justement mon adaptation. D'accord, donc j'ai utilisé Kahoot, Quizlet et les outils de Google Drive. Le Kahoot, je vous ai mis les codes, donc il est déjà prêt. Le Quizlet, je pense que je pourrais vous le partager et le Google Drive aussi, il n'y a pas de problème. Vous avez les liens, etc. Donc, tout est fait. Je vous ai mis des conseils pratiques avant la session à ne pas oublier. Donc, tous les documents que vous avez, dont vous aurez besoin pour votre session, dont les liens à charger des bibliomanuels sur le site de Clé Internationale. Les documents, par exemple, là, le Google Form avec pour travailler la compréhension écrite, les chats, des exemples de chat, le Kahoot avec les questions, etc. Donc, vous avez au total 4 sessions complètes et même une évaluation, une idée d'évaluation pour finale, on va dire, pour la session, l'unité 4, pardon. Que vous dire de plus? J'ai varié les activités, je vous ai mis plein d'activités. Bien évidemment, la liste, comme je l'ai dit avant, n'est pas exhaustive. J'ai utilisé ces activités parce que elles sont faciles, simples et gratuites à utiliser. Donc, à vous après d'adapter comme vous le désirez. Je vous ai mis pour chaque activité comme un guide pédagogique, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire, comment organiser votre activité, les objectifs de chaque activité et des variantes, même pour les productions orales, avec plusieurs options selon le type d'apprenant que vous avez, des jeux à réaliser, et voilà. Oui, super. Donc voilà, ça, c'est ces adaptations dont nous vous avons parlé là. C'est des adaptations qui sont très complètes, c'est énormément de diapositives. Donc, on est en train, en ce moment, de les unifier et on vous les mettra vraiment dans les prochains jours. Surveillez le site de Cléformation Covid-19. N'hésitez pas, si vous ne trouvez pas, je ne sais pas moi, dimanche ou lundi, si vous n'avez toujours pas trouvé, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Eugénie ou à écrire à Philippe pour qu'on vous donne le lien de ces adaptations. On vous les donnera bien volontiers. L'idée, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner au mieux là-dessus pour bien commencer vos classes en visioconférence si vous ne l'avez pas encore commencé. Voilà pour ce e-café pédagogique. Philippe, est-ce qu'on a eu des questions ?
Oh, on n'entend pas, Philippe. Ah, on n'entend plus. Ouais. Le micro, il faut l'activer. Voilà. Des questions, il y en a eu, en fait, surtout techniques. Oui. Surtout technique, il faudra. Alors, c'est Rosa qui a posé quelques questions concernant, comment dire, les textes à écrire. Le modèle, c'est ça, au tout début dans ton intervention, quand tu as montré comment tu pouvais faire des textes manuscrits, Oui. tu as expliqué qu'on pouvait évidemment le transformer, sinon, quand on n'avait pas de stylet, utiliser directement le logiciel. Mais est-ce qu'il y a quand même d'autres façons de pouvoir le écrire directement parce elle ne sait pas comment faire quand on n'a qu'un seul ordinateur, quand on n'a pas de tablette, Ah, etc. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? alors, ça dépend un petit peu de votre ordinateur. Si c'est un ordinateur récent, souvent les ordinateurs récents, ils ont une sorte de pad hein, au milieu de. Si c'est un ordinateur portable, par exemple, souvent il y a une sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, hein, de zone en dessous du clavier sur lequel vous bougez la souris avec le doigt, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, cette zone, elle est sensible à l'écriture manuscrite aussi. Par exemple, dans la diapositive, je ne me souviens plus le numéro, mais dans la diapositive sur Teams où je vous mettais bonjour, ce bonjour, je l'ai fait avec mon doigt sur mon pad de mon ordinateur portable. Je n'ai pas utilisé ni mon stylet ni mon iPad. Donc, c'est tout à fait possible sur certains ordinateurs portables. Pour les autres, c'est compliqué. Mais alors, sachez que si vous êtes amené, en tout cas, à enseigner à distance de façon un petit peu plus récurrente ou que ça dure un petit peu. J'espère que ça ne va pas être le cas, mais quand même, sachez que on peut brancher une tablette graphique à notre ordinateur avec une clé USB. Ça coûte rien du tout, enfin c'est vraiment pas cher du tout et après on peut faire exactement la même chose en fait. Il n'y a pas besoin d'une vraie tablette ou d'un vrai stylet très chouette, etc. Ça, c'est parce que je suis une amoureuse de la calligraphie. Donc, c'est pour ça que j'ai ça, mais sinon, vous pouvez le faire avec des choses beaucoup plus basiques. D'accord. Alors, toujours une autre question technique. Enfin, on ne sait pas si elle est technique ou si elle est, ou c'est parce qu'on t'a un petit peu mal compris. C'est quand tu as parlé de mettre des barres pour vérifier la présence des élèves. Et certains n'ont pas, non, ça n'a pas été clair si c'était le programme qui le permettait ou si tout simplement c'était un recours sur la petite feuille de papier. Oui, non, non. Euh, Je note, j'ai mon papier là, j'ai mon papier et je mets des barres. Vous voyez? Non, non, alors là, c'est pas du tout du high-tech. Hein. J'ai toujours un papier avec les élèves que je vais voir dans la journée et je mets des barres selon qui participe. Pardon, c'est pas. Oui, non, là pour le coup, c'est du manuel et vieille école. d'accord. Et finalement, alors toujours des questions techniques. Il y a eu beaucoup de soucis et là, c'est pas directement à vous. Je répète qu'on va vous mettre à votre disposition donc déjà le PDF qui vient d'être remis sur le chat. Merci Eugénie, elle vient de remettre le PDF de la présentation, le lien. Donc il vous suffit de faire un clic pour accéder à ce PDF parce que certaines personnes apparemment, la barre horizontale est restée en permanence. Hein. Normalement, elle disparaît. Elle est restée en permanence et on nous a demandé de la supprimer. Nous ne pouvons pas, nous, la supprimer puisqu'il s'agit du programme et normalement, elle devrait disparaître au bout de quelques secondes. C'est ce qui se passe sur plusieurs écrans, mais apparemment, il y a des écrans sur lesquels cette barre n'a pas disparu. Donc, mais rassurez-vous, puisque vous avez accès au PDF. Ce PDF, évidemment, ne contient pas la barre horizontale. Donc, vous aurez toutes les informations qui ont pu ponctuellement disparaître parce que la barre était dessus. Et en plus, autre point, c'est le point des bibliomanuels. Vous allez retrouver tous les liens de toute façon pour ces bibliomanuels qui sont en accès libre. C'est Clé a ouvert le site des bibliomanuels pour que justement toute la présentation qui vous a été faite à partir des manuels cités, donc du grand merci et d'hashtag la classe, pour que vous puissiez accéder à ces manuels numériques avec toutes leurs fonctions sur le site qui est cité. Voilà. Je ne sais pas si pendant que je parlais, il y a eu d'autres questions. Alors,
Jusqu'à quand ils seront disponibles? Eh bien, écoutez, espérons très sincèrement qu'en fait, le moins de temps possible. Mais pas parce qu'on ne veut pas les partager, mais ça veut dire que nous irons tous mieux et que nous n'aurons plus besoin de travailler comme ça en visioconférence. Et plus sérieusement, eh bien, ils seront disponibles le temps que ce sera nécessaire, tant que nous serons obligés d'être confinés. Voilà. Jeanne, Cédric, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je voulais seulement ajouter que, alors là, c'est le deuxième e-café pédagogique que l'on fait avec vous en Espagne. Sachez que dans le questionnaire que vous nous avez renvoyé, on prévoit un troisième e-café pédagogique. On sera toujours, Cédric et moi, pour vous accompagner en principe, mais, ou peut-être avec d'autres intervenants. Mais en tout cas, sachez qu'on va faire un prochain e-café pédagogique en parlant. Là, on s'est centré sur la visioconférence, donc il y aura une deuxième partie vraiment sur le travail asynchrone, qu'est-ce qu'on fait à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut quand même les motiver, parler justement des capsules de classe inversée dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, des projets, des choses comme ça qu'on peut faire qui peuvent être très sympas à travailler en asynchrone. Donc ça, on le travaillera dans le prochain e-café et on espère bien entendu vous y retrouver nombreux. Et moi, juste vous remercier de votre présence, remercier Cédric, te remercier toi, Philippe, et Eugénie d'être là pour accompagner les profs. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Salut, au revoir à tout le monde.